Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette semaine pour l'emploi, une 5e édition déjà. Une semaine pour l'emploi organisée par France Télévisions et Carrière Builder. Ce chat vidéo va être consacré au télétravail, comment travailler à distance. Et pour pouvoir répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir ici aujourd'hui deux experts. Nous accueillons Christy Van Bremersch. Christy, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, co-auteur de 35 repères pour mieux travailler de chez soi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours? Alors moi je travaille de chez moi depuis mars 2001 et mon travail c'est d'aider des chefs d'entreprise et des coachs à écrire le livre qui retrace leur expérience professionnelle. Donc je suis maïeuticienne, accoucheuse de livres. Et comment avez-vous eu l'idée de votre dernier ouvrage? En fait, donc j'ai commencé à l'écrire en 2009 et je me suis dit que j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs depuis que je travaille de chez moi et j'ai réussi à les surmonter et à survivre et même à aimer ça. Donc peut-être que j'ai des outils, des conseils, etc. pour d'autres gens. Et donc ça c'était ma première idée et ensuite je suis allée valider mes intuitions en interviewant une cinquantaine de personnes qui travaillent de chez elles et puis des experts. Donc, et pour aider en fait les gens qui travaillent de chez eux à créer leur propre cadre. Parce que je me rappelle du premier jour où j'ai bossé de chez moi, j'étais très désemparée. Et je pense que si j'avais eu un livre ou un conseil pour me dire t'inquiète pas, ça va te plaire, ça va se calmer, tu vas réussir à te placer, à te situer, à être heureuse dans ce cadre-là, ça m'aurait aidé. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire en écrivant mon livre. Et c'est un livre très pratico-pratique. L'idée, c'est d'aider les lecteurs à réfléchir à qu'est-ce qui me convient à moi dans ma gestion de l'espace, ma gestion du temps, ma gestion de la sociabilité, ma gestion de l'énergie et puis ma gestion de mon cadre avec mon client, mon employeur. Donc comment est-ce que je m'épanouis et je trace mon propre cadre. Donc effectivement, les gens qu'on a interviewés et nous-mêmes, on dit voilà ce qui marche pour nous. Est-ce que vous voulez tester cet outil, cette pratique? Est-ce que ça va peut-être marcher pour vous? En gros, il n'y a pas une manière de bosser sur ça, il y en a autant que de télétravailleurs. Mais donc, voilà, nous, on vous transmet ce qui marche pour nous, à vous de faire votre propre combinaison, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Christy. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'éditeur de cet ouvrage? Oui, c'est Le Duc S. Voilà, parfait beaucoup. Donc, toutes les questions pratico-pratiques seront les bienvenues. Donc, je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct sur le site internet semaine-emploi.com ou pour les fans de Twitter, vous pouvez nous envoyer un tweet avec le hashtag Semaine Emploi. Donc Christy, merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Gérard Vallée. Monsieur Vallée, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'ANDT. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Oui, je vais faire vite. C'est une association qui a été créée en 1994, donc 17 ans. 17 ans, c'est long et on sait aujourd'hui qu'il aura fallu 17 ans pour qu'une loi reconnaisse le télétravail et l'incorpore dans le Code du travail. 17 ans, c'est le temps qu'il faut. À l'époque où il n'y a pas encore Internet, 94, on a le Minitel, mais pas Internet. C'est le temps qu'il faut pour, j'ai envie de te dire, évangéliser en quelque sorte, faire comprendre aux gens que, contrairement à ce que disait un chargé de mission, le télétravail, ce n'est pas le travail à domicile, même si on peut télétravailler chez soi. Mais le télétravail, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail qui peut dépasser le cadre de l'entreprise et remettre en question la façon de manager les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les juge et on les manage sur le plan présentiel. On les voit, donc ils travaillent. Si on ne les voit pas, on n'est pas certain que les mêmes personnes travaillent. Alors que le télétravail, lui, va juger les gens sur la tenue des objectifs, sur la bonne réalisation d'un travail, sans savoir comment il a été réalisé, parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment il a été réalisé, au sens où je remets quelque chose qui est exactement conforme aux attentes de ceux qui me l'ont donné. Et ceux qui me l'ont donné, c'est soit un donneur d'ordre quand on est dans le schéma de l'indépendance, soit mon employeur lorsqu'on est salarié. Et ça revient au même. Parfait. Une dernière question sur votre association. Quel est votre travail au quotidien au sein de l'ANDT et quelles sont les actions concrètes que vous menez? Alors, mon travail au quotidien, il change avec le temps. Quand on était seul, on était les premiers, mais on est vite rattrapé. Quand il y a les bonnes idées, on a tendance, et c'est normal, à faire un peu comme celui qui l'a fait. Mais à l'époque où on a été pendant quelques années tout seul, on répondait à 100 000 demandes d'informations par an.
Ah, c'est 100 000 colossal. demandes, vous divisez par 10, c'est 10 000 par mois, c'est énorme. Aujourd'hui, avec les moyens plus modernes, comme vous parliez de tweet, on en a moins parce qu'il y a des relais avec d'autres associations, avec des petits clubs. Et puis surtout, les pouvoirs publics ont pris un relais important et répondent aussi, les collectivités locales, tous ces organismes-là, les structures pour l'emploi. On est partenaire de la Cité des métiers, donc ce sont des gens qui savent aussi répondre aux questions les plus élémentaires du télétravail. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions, donc on va commencer par prendre les premières questions de nos internautes. Une première question posée par Martine. Quel est le statut d'un travailleur à distance ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, Monsieur Vallée, sur ces statuts ? Alors Martine, elle pose une question très large parce que le travail à distance, encore une fois, on se met dans le cadre d'une organisation du travail. Il n'y a pas de statut du télétravailleur, pas plus qu'il y en a pour le travailleur à la chaîne. C'est quelqu'un qui est dans une organisation de travail. Mais pour répondre à sa question, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en présentation. Soit vous êtes salarié d'une entreprise et vous allez demander à votre employeur qu'il accepte de vous organiser en mode télétravail, soit vous n'êtes pas encore salarié d'entreprise et vous aurez beaucoup de mal pour le moment à chercher un emploi qui va s'exécuter directement en mode télétravail, soit vous êtes dans une passe difficile, c'est-à-dire que vous n'avez ni employeur ni projet, sauf avoir un projet pour vous en tant qu'indépendante, auquel cas vous aurez un statut qui sera celui des travailleurs indépendants, mais vous pourrez travailler à distance de vos clients et de chez vous si c'est votre choix. Moi, j'ai choisi le statut de SARL, donc j'ai créé directement mon entreprise parce que je voulais justement quand même qu'il y ait une frontière entre mon activité, donc, qui s'appelle Plume de Vie, et ma personne qui était Christy, même si les frontières sont assez ténues. Donc il y a une frontière aussi entre les porte-monnaies et entre les identités. Donc il y a ma casquette travail Plume de Vie et ma casquette autre qui est Christy. D'accord, mais c'est une vraie entreprise, simplement le siège social de l'entreprise et à votre domicile. Voilà. Et les autres télétravailleurs avec qui vous échangez, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les différents statuts qu'ils utilisent ? Donc, j'avais une artiste, alors je ne sais pas quel est son statut. On avait des retraités parce qu'eux aussi se trouvent confrontés au fait d'être désemparés quand ils arrivent de chez eux et puis avoir à organiser leur activité principale depuis leur domicile. Sauf ceux qui sont dans des associations, c'est un peu différent. On a eu aussi une réalisatrice de films, donc elle, je pense qu'elle est intermittente. Ouais. On a eu des salariés, donc un salarié qui télétravaillait à temps partiel. On a eu des journalistes, donc qui avaient le statut de pigiste. Donc il y avait vraiment une multitude de statuts. Et puis Il y avait aussi des étudiants. Donc eux, ils travaillaient en partie à la bibliothèque, en partie à l'école, en partie chez eux. Donc en fait, on peut pratiquement faire un grand nombre d'activités, au moins en grande partie de chez soi. Tout à fait. Et puis on avait vu dans un précédent chat vidéo aussi que le statut d'auto-entrepreneur permet d'aider pour se lancer et de travailler à domicile. Une question maintenant très intéressante de Cécile qui aimerait savoir comment convaincre son entreprise de travailler à domicile. Alors je pense que c'est une question au cours des différentes années de l'association. Oui. J'espère que vous avez dû avoir. Alors dans le temps, il fallait vraiment convaincre et avoir des arguments. Aujourd'hui, avec cette loi, il suffit de demander. Ça ne veut pas dire pour autant que la demande va être acceptée. Il faut que l'employeur soit d'accord, il faut que le salarié soit d'accord, et si les deux parties sont d'accord, c'est seulement dans ce cadre-là que le télétravail peut s'envisager. Maintenant, il faut qu'elle ait les bonnes raisons de vouloir télétravailler. Très souvent, on demande à télétravailler chez soi, sous couvert du terme télétravail, pour de mauvaises raisons. Soit parce qu'on est trop loin, mais ça, ce serait plutôt une bonne. Mais soit parce qu'on est un peu poursuivi par son chef de service, parce qu'on n'arrive plus à collaborer comme il faut avec ses collaborateurs immédiats. Et ça, ce sont de mauvaises raisons. Les bonnes raisons font qu'effectivement, vous allez gagner en épanouissement et vous allez gagner en qualité de vie si vous travaillez chez vous, à condition de ne pas vous tromper sur les objectifs. Parce que si vous n'avez pas les bons objectifs, peut-être que vous n'avez pas non plus les bonnes qualités, et ça on en reviendra peut-être avec vous, pour dire quand on est chez soi, tout change. Entre aller travailler et rester travailler, c'est pas seulement le verbe qui change, c'est toute la façon d'être. Et ça c'est très compliqué à faire comprendre, parce qu'on s'imagine que quand on est chez soi on est bien, mais quand on est chez soi pour travailler et pour rendre un travail accompli dans les temps, c'est pas toujours si facile.
Mais est-ce que travailler à distance veut obligatoirement dire travailler 5 jours sur 5 de chez soi? Est-ce qu'il y a des marges de négociation avec les entreprises? Alors, la négociation, elle est très faible. Ça va être entre 1 et 3 jours. Aujourd'hui, les entreprises n'acceptent pas davantage parce qu'elles ont peur de perdre le lien social, de perdre la possibilité de se voir comme si c'était encore très important. Mais enfin, je ne vais pas ouvrir un débat là-dessus, mais c'est pour répondre à cette personne. 1 à 3 jours, ce sera le maximum. Le reste du temps, il faudra retourner dans l'entreprise, ce qui exclut d'ailleurs toute possibilité de s'éloigner vraiment de l'entreprise, puisqu'il faut y retourner au moins une fois par semaine, ou 2, ou 3. Donc ce n'est pas le télétravail qui va pouvoir faire que travaillant à Paris avec tout ce que ça suppose comme contrainte, demain je vais choisir d'aller dans le Massif central ou sur la Côte d'Azur, parce que mon coût et mon temps de déplacement sont des éléments que je vais devoir chiffrer moi-même. Ce n'est pas envisageable. Donc ce n'est pas la bonne solution. Mais on n'est pas non plus obligé de toujours travailler chez soi. Nous, les raisons qu'on nous a évoquées quand on a fait notre enquête pour le livre, c'est qu'il y avait des femmes enceintes qui dilaient de travailler 1 ou 2 jours par semaine à la maison pour s'épargner la fatigue des transports. Il y avait aussi des gens qui étaient, par exemple, elles habitaient à Grenoble et leur poste était à Lyon. Donc elles pouvaient travailler 1 ou 2 jours à la maison pour s'éviter aussi la distance. Puis on avait aussi un cas d'un chercheur qui était plus tranquille pour mener certaines activités de recherche de chez lui. Et donc il pouvait aussi rester une journée à la maison pour pouvoir vraiment ne pas être dérangé par les collègues, les machins, les coups de fil et tout. Et donc lui, il planchait comme un malade chez lui 1 jour par semaine. Et donc ça, les entreprises, leurs employeurs ont été réceptifs à ces demandes? C'était pour plus d'efficacité, comme vous dites, pour plus d'épanouissement, et puis aussi pour éviter un commuting qui est très soit fatigant, enfin comme on dit commuting en français, des allées-venues, soit fatigant, soit carrément dangereux quand il s'agit d'une femme enceinte qu'on veut garder jusqu'au bout. En gros, c'est soit je te colle un pâteau, soit tu m'autorises à travailler 2 jours chez moi. Et quand la personne elle est motivée et qu'elle a envie de continuer à bosser, on a envie aussi d'aller dans son sens et de l'autoriser à rester, à travailler. Je rebondis sur ce que vous dites, excusez-moi de vous interrompre, mais ça fait exactement partie des missions de la NDT que de proposer au pouvoir public, sinon des lois, au moins des propositions, être porteur de propositions. Et pour les femmes enceintes, c'est une proposition qui figure sur le site parmi les 10 propositions. Les 2 les plus marquantes étant effectivement ce passage dans la vie qui n'est pas toujours évident quand il faut se déplacer dans des conditions difficiles. La deuxième proposition concerne les handicapés. Or, le projet de loi sur le télétravail et les handicapés a été refusé. C'est pas faute d'essayer. Il y a eu des tas d'expérimentations qui ont été faites pour ces gens-là, notamment en région Île-de-France, et au bout d'1 an, les crédits sont coupés. Donc on fait de la presse et de la communication quand on déclenche les premiers 10 000 euros, et après on les supprime et on évite d'en parler. Oui, ça montre que c'est vraiment Donc, des actions sur le long terme qui font... Il faut être dessus sans arrêt. Une question de Sabrina maintenant pour vous, je pense, Christy. Quelles sont les qualités indispensables afin de réussir le travail à distance? Alors, indispensable. Quelles sont les qualités un petit peu qui font qu'on s'épanouit en étant... Alors moi, je peux vous parler pour mon propre cas et pour ce que j'ai vu. Je crois qu'il faut quand même savoir rester seul et savoir se motiver seul. Mais il faut aussi savoir, vis-à-vis des autres, alimenter la machine. Parce que pour moi, une des qualités capitales pour être heureux dans le télétravail, c'est quand même de se créer un réseau entre professionnel et amical. Moi, j'appelle ça semi-pro, de gens avec qui on va pouvoir échanger des idées, donc de confrères, d'alliés. Moi, je travaille beaucoup avec des éditeurs, parce que c'est mon métier. Donc, pas juste être avec ses clients, parce que les clients, on est ressources pour eux, et ils ne doivent pas être des ressources pour nous, parce que c'est nous qui sommes supposés alimenter. Donc, il faut aussi savoir aller trouver les bonnes ressources, les bons soutiens, les bonnes personnes, et puis moi j'appelle ça des work buddies, donc des gens avec qui on va avoir des affinités et pouvoir monter des projets. Par exemple, moi j'ai écrit ce livre avec Marie Bousquet. Au départ, elle a travaillé 2 reprises chez elle, mais c'est surtout parce qu'on échangeait très bien, on échange très bien tous les deux. Ce matin je l'ai vue, rien que de lui parler, j'avais déjà plein d'idées pour le chat. Donc nos présences font tilt et on aime bosser ensemble. Quand on bosse ensemble, le travail est cadré. Donc savoir être seul, savoir organiser son temps. Quand je commence quand j'ai décidé que je commençais et j'arrête
quand j'ai décidé que j'arrêtais. Et puis savoir trouver les bons soutiens et les bonnes ressources, parce que sinon on devient très vite assez isolé. Et moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, vous voyez, qu'ils aient coupé les crédits pour les personnes handicapées, parce que le travail en société, en collectivité, c'est aussi un facteur d'intégration sociale. Et on peut très vite se désintégrer et devenir très seul et isolé quand on travaille à la maison, si on ne met pas en face les bons garde-fous. Les handicapés, c'est vraiment un cas particulier. Ouais. Parce qu'il y a les handicapés dont on ne voit pas le handicap a priori, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant. Et puis il y a effectivement ces handicapés qui ont des difficultés énormes pour se déplacer. Alors quand on est parisien, on est chanceux, même en tant qu'handicapé, parce que les autobus sont là, les trottoirs sont à niveau. Imaginez ça dans une province ou dans une banlieue le lendemain d'une nuit de pluie où le fauteuil roulant il n'est pas 4x4 et on ne peut pas se déplacer. Et pour eux, l'idée, c'était de créer des télécentres adaptés, c'est-à-dire avec un petit système de ramassage. Ils travaillent ensemble pour ne pas se retrouver. Voilà, pour ne pas se retrouver chez eux. Mais il y a une autre catégorie d'handicapés, c'est les handicapés qui ont besoin de soins dans la journée ou de repos. Il faut pouvoir faire une sieste, il faut pouvoir se faire les traitements qui sont obligatoires. Et pour cela, le domicile est un endroit qui est parfaitement configuré, adapté à leur handicap. Et je crois que ce n'est pas parce que le problème est compliqué à résoudre qu'il faut complètement l'écarter et ne pas le traiter. Et je crois que je reviendrai à la charge aussi longtemps qu'il faudra, mais on finira par traiter ce problème parce qu'il est important. Moi, je les ai côtoyés de près avec le télétravail parce que, a priori, c'était une bonne solution. Et vous avez des âmes bien pensantes qui disent, mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est se resocialiser. Mais se resocialiser quand on doit faire des efforts énormes, et 8 heures par jour pour être avec les autres, c'est trop. Donc il faut trouver des solutions alternatives à ces problèmes-là, évidemment. Évidemment. Mais une des solutions, je ne voudrais pas faire toute l'émission sur ce cas-là, mais c'est quoi aujourd'hui? Une entreprise, elle a une obligation, 20%. Et si elle ne veut pas, ou si elle ne peut pas, peu importe la raison, il suffit qu'elle s'en dédouane par une contribution et le problème est réglé. Et ça, c'est horrible. Et la proposition que l'ANDT formulait, c'était de dire, avant même d'en arriver là, proposant à ces gens-là le même poste, mais en mode télétravail, et si c'est eux qui refusent, ou si vraiment ce n'est pas possible, à ce moment-là, on verse la contribution. Mais on ne la verse pas uniquement pour dire « je me dédouane du problème et je ne veux plus en entendre parler ». Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable à notre époque, quoi. Non, tout à fait. Une question de Cécile, assez large pour vous, Gérard, sûrement. Quels sont les métiers que l'on peut exercer à distance? Alors, avec votre expérience au sein de l'ANDT, quels sont un petit peu les métiers les plus communs et peut-être les plus insolites que vous avez Alors, je vais faire les deux versions. La version méchante, quand on m'a posé 20 fois la question dans la journée, puis la version gentille. La version méchante, c'est que je vais conseiller à Cécile de faire ses études de médecine parce que la télémédecine est vraiment un métier porteur en mode travail à distance. Mais c'est une plaisanterie. Le reste, c'est quoi? C'est qu'on avait essayé de les recenser. On avait imaginé faire avec les entreprises et au bout de 400 métiers, on a abandonné parce que tous les jours, il en venait de nouveaux. Ce que je peux essayer de vous expliquer, c'est que les métiers qui vont bien aller avec le télétravail sont les métiers qui traitent l'information. L'information, c'est quoi? C'est le son, l'image, le chiffre et les lettres. Donc le texte, les tableaux, tout ce qui est du métier du domaine du tertiaire, banque, assurance et services, on le disait tout à l'heure un petit peu en préambule à cette émission, sont des métiers qui vont très bien aller avec le télétravail. Mais si vous êtes coiffeuse, infirmière, ça peut pas, enfin il y a un contact qui est obligatoire et c'est pour ça qu'on me dit mais le télétravail est moins développé dans l'industrie que dans les services, forcément. Dans l'industrie, quand on construit une voiture, il faut être sur place. Et même s'il y a des robots aujourd'hui, il y a tout un tas d'opérations qui se font avec les mains. Et tant que vous êtes dans des opérations comme ça, on ne peut pas télétravailler. Mais 80% des emplois aujourd'hui sont des emplois télétravaillables. Il n'y a pas de problème. Surtout avec l'essor d'Internet. Bien sûr, tout ce qui passe par tout ce qui est numérisable est télétravaillable. Une question de Marie. Une fois qu'on a commencé à travailler à distance, est-il possible de revenir en arrière? Alors, je connais des gens, oui, en fait, oui. J'ai pas mal d'exemples, notamment des amies éditrices qui ont été quelques années freelance, agents, etc. Puis qui en fait se sont dit, bah non, moi ça ne me convient pas, et donc qui ont retrouvé un boulot dans l'édition. Et donc,
J'ai aussi une amie qui a travaillé chez elle très longtemps et puis ensuite qui est allée dans un espace de coworking, donc un espace où il y a plusieurs postes côte à côte. Elle loue un bureau chaque mois. Moi-même, j'ai pensé revenir au salariat à un moment et puis en fait, ça ne s'est pas fait et je suis contente. Donc je crois que oui, c'est possible. Après, on prend des habitudes de souplesse, de flexibilité, éventuellement, si on dort mal la nuit, de faire la sieste 20 minutes, aussi de faire des choses à certaines heures. Moi, je travaille souvent très très tôt le matin, de 5 à midi par exemple, puis après l'après-midi, je vais faire une expo. Donc il y a une souplesse qu'on aime avoir qui après peut-être rend difficile le fait de se remettre de prendre le pli de contraintes extérieures. Mais pour plein de gens, en tout cas, le retour s'est bien passé. Donc voilà, c'est possible. C'est pas une rupture définitive dans une carrière, ça peut être aussi un passage. Oui, je crois qu'ici, on est vigilant à ne pas s'appauvrir, à continuer à avoir des clients, à travailler, à se former, à progresser. On reste tout à fait employable et donc c'est possible de réintégrer une structure par la suite. Merci beaucoup, Christine. Question de Lila maintenant, pour vous, je pense, Gérard. Pourquoi le travail à distance reste tabou en France? Alors. Là aussi, c'est une vaste question. C'est pas que le télétravail est tabou, c'est qu'on le présente toujours comme le diable de l'entreprise, qui fait que si on est loin des yeux ou du regard du patron, il n'y aura plus d'augmentation, on va m'oublier, je vais être désocialisé. Je me rappelle d'une jeune fille qui m'avait posé une question et qui m'avait dit « mais si tout le monde travaille chez soi, comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un pour me marier ?» Et bon, je n'avais pas pensé à ça, mais c'était amusant. C'est-à-dire que les gens oublient que passer 2 heures dans le métro chaque jour, c'est du temps complètement perdu parce qu'on ne se parle pas dans le métro, enfin c'est très rare. Et ce temps perdu, quand on se met à travailler chez soi ou à proximité immédiate, c'est du temps qu'on récupère. Et on le récupère pour avoir des relations choisies et non pas des relations imposées. Et les relations choisies, généralement, c'est avec des personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent vos violons d'Ingres, vos passions. Et ce sont donc des relations de meilleure qualité. Et donc, je n'ai pas du tout le sentiment, après des années de télétravail, et apparemment pour vous c'est pareil, d'être complètement désocialisé. Mais je peux prendre un autre exemple avec le commercial. Je le prends souvent parce qu'il est vrai à plusieurs points de vue. Le commercial dans une entreprise, c'est quelqu'un qui est absolument indispensable. Mais c'est quelqu'un qui gesticule, qui parle beaucoup. On ne l'aime pas trop. On pense que toute la semaine, il est sur la route dans les bons hôtels, qui drague les filles, qui va au restaurant. Mais on oublie que le commercial, c'est aussi quelqu'un qui a une grosse part de ses revenus qui sont liés à ses objectifs. Donc il travaille sur objectif. Même s'il a un contrat de travail de droit commun, s'il ne signe pas d'affaires, il ne gagne rien. Et il est toujours à l'extérieur. Donc si on arrive à manager quelqu'un de cette importance-là, on doit pouvoir manager son comptable, sa DRH et sa secrétaire. Mais le commercial, quand il revient dans l'entreprise, tout le monde le connaît. Il n'a pas été oublié. Ça veut dire qu'il a communiqué autrement que visuellement. C'est un très très bon exemple. Et tout le monde peut faire pareil. Surtout qu'il y a des entreprises qui ont des centaines de commerciaux évidemment, terrain, qui ne sont jamais dans l'entreprise. Et c'est grâce à ces gens-là que l'entreprise prospère. Moi, je reconnais que j'ai aussi des contacts de meilleure qualité depuis que je télétravaille. Ça n'a pas été immédiat. Mais en fait, donc, au début, j'avais des collègues. Moi, j'étais salariée 2 ans, j'ai eu des collègues. Mes collègues m'ont manqué. Mais j'ai quand même décidé de télétravailler. J'étais très seule pendant 2-3 ans. Et cette solitude a été telle que ça m'a poussée à créer plusieurs réseaux et à participer à d'autres. Et effectivement, comme vous dites, ces réseaux sont liés à... j'en ai créé un sur l'écriture, j'en ai créé un autre sur l'échange d'habits. Donc c'est des réseaux à la fois pro, perso. J'anime des réseaux, moi j'ai fait HEC, donc pour HEC, j'anime des ateliers pour HEC au féminin. Donc vous voyez, on se dit finalement qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire rayonner comme valeur. Donc moi c'est l'idée de chercher autour de l'écriture ou l'idée de transmettre et de se rencontrer par l'apprentissage, par exemple, c'était important pour moi. Et du coup je rencontre des gens pour qui ces choses-là sont importantes. Et c'est vrai que la rencontre un peu par hasard du collègue parfois me manque, mais c'est vrai que nos conversations et nos petits conflits n'étaient pas très intéressants. C'était est-ce que le McDo, tu peux enlever ton sac de McDo de la poubelle. Enfin, on parlait aussi beaucoup de boulot, il y avait beaucoup de routine. Là, dans mes rapports, il n'y a plus de routine, il y a juste on a des projets en commun, comment on fait tel atelier, comment on fait tel truc, et c'est beaucoup plus intéressant.
Mais ça demande, c'est plus une routine automatique, ça demande de sortir de soi, de se creuser la tête, de se demander qu'est-ce qui m'intéresse et où est-ce que je vais trouver des gens qui m'intéressent pour le faire. Et c'est pas immédiat, comme le rapport avec le collègue chaque jour. C'est très intéressant, ça reprend ce que disait Gérard, en disant le temps sauvé en transport qui ne sert à rien permet justement de réseauter, de mettre en place des groupes de travail et d'avoir du temps pour trouver des gens avec qui on a des affinités. Sauf que moi, je peux vous dire que maintenant que je travaille toute seule et que je ne prends pas le métro systématiquement tous les jours, le métro est devenu presque un plaisir parce que du coup, je regarde, je suis très heureuse de prendre le métro maintenant que je ne le prends plus par obligation. Voilà, c'est devenu une galerie de portraits. Ça va faire rêver un petit peu nos internautes qui sont très fatigués de prendre le métro le matin et le soir. Une question pour vous, Christy Deluc, justement, qui aimerait savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner à des télétravailleurs pour s'organiser de façon efficace? Alors, on a posé cette question-là à tous les gens qu'on a interviewés. On leur a dit, si vous aviez un conseil vraiment à donner à une personne qui s'installe chez elle, ce serait quoi? Eh bien, il n'y a pas une personne qui a donné le même conseil. Donc moi, je peux vous dire les 3 choses que je fais, qui aujourd'hui m'aident à me sentir bien quand je travaille chez moi. La première, c'est d'être des chaussures. Ça veut dire qu'on s'est habillé. Et donc ne pas traîner toute la journée en pyjama, mais s'habiller de manière professionnelle, comme si on allait voir un client. Et ben, on est déjà dans la peau du personnage qui travaille. Et pour moi, c'est très important. La deuxième, c'est un truc qui m'aide. Mais jusqu'à présent, tous mes projets avec mes clients marchaient. Mais moi, j'ai aussi des projets personnels comme ce livre ou des projets d'émissions parfois sur France Culture ou des projets d'ateliers, de formation, etc. Et ces projets-là, que je menais souvent toute seule, avaient un très gros taux de mort naturelle. Donc moi, j'appelle ça des fausses couches créatives. Et donc à présent, j'ai décidé, plus jamais je fais mes projets seule. J'ai toujours une personne avec qui je vais me confronter. Donc on va faire un échange. Par exemple, moi, je t'aide pour ton projet de bouquin, toi, tu m'aides pour mon projet de formation. Donc un sparring partner ou un work buddy, quelqu'un avec qui je vais pouvoir confronter mes idées et à tous les stades du projet. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne pas être isolé par rapport à tous vos projets, soit avec vos clients, soit avec vos projets perso. C'est de prendre un partenaire, quelqu'un avec vous, pour être garant que ça va faire de la peine à quelqu'un si jamais ce projet meurt. Et du coup, moi, mes projets ont un taux, j'en lance beaucoup moins, mais en plus, ils ont un taux de réussite et de naissance qui est beaucoup plus élevé. Et donc, c'est quand même plus satisfaisant que se dire tout ce travail pour rien. Et mon 3e conseil, c'est vraiment de vous structurer dans le temps. C'est-à-dire de décider quand est-ce que vous allez commencer le matin, quand est-ce que vous allez terminer le soir, et de vous arrêter aussi pour déjeuner, et de vous structurer dans l'année, d'avoir des pauses. Je prends X journées de formation par an ou par mois. Moi, je prends 2 jours de formation par mois obligatoires pour respirer, apprendre, etc. Et de programmer des vacances, parce que c'est très tentant de se dire « Ah, les clients vont partir si jamais je ne travaille pas, et puis est-ce que j'ai assez travaillé, etc. » On a besoin de vivre, de se ressourcer. Les clients, si vous êtes bons, ils vous attendent. Et c'est pas, vous êtes peut-être une ressource pour l'autre. Et c'est pas en étant épuisé et exsangue que vous allez être une bonne ressource. Donc surtout que les clients prennent aussi des vacances. Pas forcément au même moment que nous. Non, moi j'ai déjà eu des demandes de travailler le 12 août quand j'étais à Ajaccio. Et j'ai dit bah non, c'est compliqué de dire non à un client. Alors moi j'ai aussi la solution, comme on peut faire un peu de travail de partout, d'emmener mon portable beaucoup avec moi. Mais après, je pense que c'est bien quand même d'avoir au moins 15 jours par an où on coupe tout et on ne travaille pas. Donc voilà, mettez vos chaussures, ayez des partenaires pour vos projets perso et pro, et puis organisez les coupures. Il ne faut pas que ce soit du non-stop, sinon on devient un zombie. Juste un mot sur le choix des partenaires, parce qu'on est dans un monde où les partenaires ne sont pas rémunérés, beaucoup le font par adhésion à votre projet ou tu sais faire ça, tu le fais pour moi et moi inversement je te fais ça. Je le sais parce que je sais que j'ai une personne qui regarde l'émission en ce moment et à une heure très avancée de la nuit, nos sites internet ne fonctionnaient plus. Et c'est très, très embêtant quand il y a une émission le lendemain. Oui. Et une des grandes difficultés, c'est le moment passé de la rage où on se dit mince, c'est juste pile poil au moment où on en a besoin et que ça ne marche plus, de penser que ces gens-là le font parce qu'ils veulent bien le faire. Mais sur le long terme, ça peut poser des problèmes. Je crois que quand on rend des services ou quand on travaille en collaboration avec quelqu'un, il faut vraiment se mettre nos responsabilités de la même façon et elle le souligne très justement, le matin, il faut s'habiller comme si on allait vers son client, comme si on allait vers son fournisseur. C'est très important de ne pas quitter complètement
les relations qui doivent exister entre clients-fournisseurs ou salariés-patrons, parce qu'on reste chez soi. On a les mêmes droits, on a les mêmes obligations, et je dirais que ça se renforce avec la notion de distance. On ne se voit pas, donc on se fait confiance. Et il faut pouvoir se faire confiance. Mon problème a été résolu, mais il y a le stress quand même. Moi, je dois vous dire aussi que il m'arrive aussi, même assez souvent, de payer. Donc, j'ai à la fois des amis avec qui je travaille, avec qui on échange de la valeur et des services, mais j'ai aussi moi-même parfois des coachs ou bien les formations, je les paye. Donc, le contact, il est soit gratuit, soit de l'échange, soit parfois on travaille ensemble, donc on a la valeur 50-50, soit parfois je paye quelqu'un à sens unique pour qui m'aide à relire mon travail, donc un coach, ou bien à me former. Donc c'est vraiment un système, vous prenez ce que vous trouvez, effectivement il faut que ce soit juste et équitable et que chacun s'y retrouve. Ouais. Et puis qu'on arrête quand ça ne marche plus. Une question de Sylvie qui va peut-être vous faire bondir, Gérard, mais je pense qu'elle mérite d'être posée, et puis il faut répondre de toute façon à Sylvie. Le télétravail est-il un vrai travail? Est-il légal? Alors justement, on en a parlé un petit peu au début de ce chat vidéo. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la loi pour rassurer nos internautes sur la légalité du travail à domicile? Alors que Sylvie soit tout à fait rassurée, le télétravail, ce n'est pas un travail, encore une fois, c'est une forme d'organisation de son travail, et il est parfaitement légal. Alors il l'est depuis que le télétravail est entré dans le Code du travail, mais la loi Wassmann qui l'a fait entrer date du mois de mars. Donc mars 2012. Donc il n'y a pas un mois. Il n'y a pas un mois que la loi a été votée et le télétravail, dans sa nouvelle édition, aura un certain nombre d'articles pour assurer et votre employeur et vous-même. Mais on n'a pas attendu la loi pour que ce soit légal. C'est-à-dire qu'en 2003, il y a eu un accord européen sur le télétravail où chacun des pays signataires avait 2 ans pour l'adapter à sa législation. La France a fait le travail et on a eu, de ce fait, les 2 années après, un accord national interprofessionnel sur le télétravail, le fameux ANI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet accord qui décrivait la définition, le mode d'organisation, comment ça doit se jouer, a été signé par le patronat français et par l'ensemble des partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'autre chose. Sauf qu'en France, quand ce n'est pas écrit dans le Code du travail, ça n'existe pas. Alors maintenant, c'est écrit, mais soyez tout à fait rassurés. Même si vous avez commencé à télétravailler il y a 2 mois, vous étiez dans le cadre de la législation. Mais au niveau de la reconnaissance sociale, j'avoue que moi, pendant très longtemps, j'ai des amis qui m'appelaient à 11h, « Allô, je te réveille ?» Ben non, je travaille depuis 9h. Ou j'ai des clients qui me traitent de femme au foyer améliorée. Et ça m'a longtemps vexée parce que je suis aussi patronne de SARL, je travaille beaucoup. Et néanmoins, c'est vrai que j'ai une liberté qui n'est pas celle d'un salarié classique. Et donc, je comprends aussi qu'on puisse... j'ai des gens qui me disent « Ta liberté est dégoûtante !» Bah oui. Alors, je la paye très cher par ailleurs, parce que je ne cotise pas toujours à ma retraite, j'ai des revenus réguliers, etc. Je suis parfois... Enfin, si je fais rien, je suis désocialisée. Alors que... Donc, oui, c'est différent d'un travail comme on l'entend dans sa définition classique. Et il faut aussi se battre pour que notre existence sociale et notre utilité sociale soient reconnues. Si on reste seul dans son coin à faire sa prestation, c'est pas évident qu'on soit reconnu aussi facilement que si on essaie de rayonner par des actions de réseau, par d'autres choses. Par de la communication, voilà. comme là cet après-midi. Et justement, Gérard, finalement, on est sur un changement profond d'organisation, donc ça va prendre du temps pour que les mentalités évoluent. C'est ce que vous constatez au quotidien? Alors, très honnêtement, Thierry Breton l'avait dit avant moi, hein, il avait dit ce qui ira vite, c'est les évolutions technologiques qui vont tendre vers le développement du télétravail. Ce qui ira beaucoup moins vite, c'est l'acceptation intellectuelle et les mentalités. C'est vrai que je l'ai critiqué, je crois que j'ai bien fait parce que ça m'a permis d'avancer avec la NDT, mais 17 ans après, force est de constater qu'il avait raison. Les mentalités commencent à changer parce que on en parle de plus en plus et ce n'est pas le télétravail qui serait ringard, c'est ceux qui n'y croient pas. Et aujourd'hui, dire je suis contre le télétravail, parce que ça je l'ai entendu des quantités de fois, ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Et à force de prouver que c'est possible, que ça marche, les gens se disent bah, finalement oui ça marche, donc on va y aller.
Maintenant, il ne faut pas se tromper. Les expérimentations qui sont faites dans les entreprises, c'est encore une fois des opérations de communication. Quand on voit une entreprise de 10-15 000 personnes qui a 150 télétravailleurs et qui fait la une de la presse à longueur d'année, c'est un peu risible parce qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Mais n'empêche que ça porte les autres. Mais le télétravail, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez, même si ce n'est pas exactement la même chose, mais regardez les médias. À chaque fois qu'une revue parle avec un article du télétravail et surtout accompagne l'article d'iconographie, de photos, qu'est-ce qu'on voit? Toujours la même chose, une femme, où elle est dans sa cuisine avec un gosse en train de faire la cuisine et le micro, ordinateur, pas onde, à côté, comme si c'était le lieu où on télétravaille le mieux, ou alors c'est une créature de rêve allongée sur une plage adossée à un cocotier. Donc c'est ça que la presse non spécialisée véhicule comme image pour dire voilà le télétravail. Comment voulez-vous que les patrons d'entreprise, en voyant ça, aient envie de mettre des gens hors de leur champ de vision? C'est quand même très compliqué. Tout à fait. Donc sur le changement des mentalités, vous voyez une évolution lente, mais une évolution quand même, Christy? En fait, c'est moi qui la porte. Je pense que chacun... moi, je suis très admirative du préfacier de notre livre qui s'appelle Dominique Dufour et qui a créé le blog des freelances, le café des freelances, pour donner des outils et pour dynamiser la pratique du freelance et pour justement faire ce travail de questionnage, dynamisation, etc. Et puis qui, lui, chaque mois, lors du café des freelances, réunit plein de métiers différents pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils échangent des tuyaux, des bons plans, des outils d'organisation. Je crois qu'on a chacun, enfin encore plus quand on travaille seul de chez soi, le souci de son rayonnement et de qu'est-ce que je veux rayonner. Et donc si on fait rien, on va pas effectivement être considéré. Et puis c'est aussi ce que dit le monsieur. Si vous avez donné un travail de qualité, de la qualité attendue dans les délais attendus, je ne crois pas que votre employeur sera tellement inquiet. Moi je pense que rien ne remplace de temps en temps se prendre un café, discuter, travailler ensemble, une réunion physique. Mais c'est pas obligé d'être tous les jours loin de là. Moi, mes plus mauvais souvenirs en entreprise, c'était les réunions obligatoires. On ne savait même pas pourquoi on était là, qui duraient des plombes. Moi, je suis contente d'échapper à ça. Et maintenant, quand je veux voir des partenaires ou des clients ou des work buddies, on sait pourquoi on va se rencontrer. Il y a un ordre du jour, c'est préparé. Comme il a fallu qu'on se déplace assez loin, je veux dire qu'on va pas y aller pour rien. C'est pas je descends un escalier, j'y suis. C'est écoute, si chacun on fait une heure de métro ou même 20 minutes, il y a une bonne raison. Et du coup, la réunion, elle est efficace, elle est préparée, elle est suivie. Il y a du boulot qui sort, elle a la vraie valeur. Très bien. Une question de Pauline qui revient un petit peu sur un échange que l'on a eu précédemment sur l'après-télétravail et les personnes qui rentrent dans le marché du travail, qui redeviennent salariés en entreprise. Doit-on systématiquement dire que l'on a été précédemment en télétravail quand on cherche un emploi? Est-ce bien vu? Alors comment se passe justement l'après-télétravail? Comment réagissent un petit peu les recruteurs? Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez été télétravailleur à votre compte, vous avez tenté d'être télétravailleur à votre compte. On reviendra d'ailleurs sur cette idée-là. Et ça n'a pas marché, et vous vous dites, bon, je ne suis pas fait pour ça, ou je ne suis pas fait pour ça, je vais rechercher un emploi. Et pour l'employeur, ça ne fait pas de différence. Il n'a pas en tête, j'ai essayé de créer une entreprise et de la développer. Il a en tête, j'ai essayé de télétravailler, pour lui c'est travailler chez soi, ça n'a pas marché. Donc si ça n'a pas marché, pourquoi il va partir dans un délire d'employeur, de recruteur plutôt, qui ne connaît pas le télétravail et qui va s'en faire sa propre image? Moi j'ai l'inverse. On en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est difficile une fois qu'on a télétravaillé de revenir pour un employeur? J'ai l'inverse avec une jeune femme qui avait créé son entreprise de télésecrétariat dans la région de Bordeaux, et qui avait fait un commercial fantastique, qui avait énormément de clients, des clients réguliers, et ce qui devait arriver est arrivé, c'est qu'un de ses bons clients lui dit « Mais attendez, vous ne voulez pas travailler pour moi ?» Et il y a des propositions qu'on ne peut pas refuser, donc elle a accepté. Et elle a accepté, et puis elle a compris que c'était plus possible, qu'elle voulait cette indépendance, et elle est revenue à un statut de télétravailleur. Donc les employeurs qui ont compris qu'une fois qu'on a été chef d'entreprise, on a acquis des qualités qu'on ne peut pas acquérir quand on est seulement salarié, parce que tous les mois on fait les comptes. Et quand on fait les comptes tous les mois, croyez-moi, ça met une dose de réalisme dans le statut.
Et ça, les employeurs sont très friands de gens qui ne vont pas dépenser à tire-larigot, qui vont être respectueux des délais, respectueux de leurs clients. Non, c'est plutôt un plus. Ouais, c'est pas tant le comment qui intéresse les entrepreneurs que le quoi. C'est j'ai eu une liberté, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, c'est ça. Qu'as-tu fait de ton talent? Et à mon avis, le comment, dire que j'étais dans mon salon ou dans un bureau à l'extérieur, je pense qu'ils s'en fichent. Qu'avez-vous fait pendant ces 10 ans ou ces 2 ans ou ces 6 mois où vous avez travaillé de chez vous? Je pourrais peut-être ajouter quelque chose parce que les gens me demandent est-ce que je suis fait pour le télétravail. La réponse, elle n'est pas si facile, mais une caractéristique qui a été vérifiée plusieurs fois, c'est que lorsque vous êtes dans l'entreprise, vous avez toujours deux cas qu'on peut retrouver un peu partout. C'est celui qui gesticule, qui parle fort, qui parle bien à la machine au café, qui raconte des histoires drôles, qui plaisante avec tout le monde, qui est sympathique. Et on a tendance à trouver intelligents les gens que l'on trouve sympathiques, ce qui n'est pas toujours vrai. Et à côté de ça, vous avez la personne qui ne participe pas, qui ne vient pas au fait, qui va très peu à la machine, qui passe son temps à travailler, la personne un peu grise. Et quand on met les deux personnages en mode télétravail, on s'aperçoit que celui qui faisait brasser du vent, finalement travaillait peu, et il ne produit pas plus en mode télétravail, il produit même moins, et que la personne qui, elle, produisait beaucoup, produit toujours autant. Et donc le télétravail, dans ce cas-là, est un révélateur de compétences et remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde les résultats et on se dit, celui-là, mince, on croyait que, et ce n'est pas le cas, et l'autre, on ne savait même pas comment elle s'appelle, mais qu'est-ce qu'elle travaille bien. Et ça, c'est très important. C'est vraiment intéressant cet exemple. On a plusieurs questions d'internautes, justement, sur un petit peu les différentes personnalités pour le télétravail. Une question de Luc, peut-être pour vous, Christy. Le télétravail est-il fait pour tout le monde ou s'adresse-t-il à des personnalités particulières? Alors, parmi les nombreux télétravailleurs que vous avez interrogés, est-ce que vous avez décelé des personnalités particulières? J'ai une amie qui me dit, moi, je télétravaille. Elle est conseil financier et je travaille beaucoup seule et c'est une aberration parce que les idées, je les ai en discutant avec d'autres. Moi, j'avoue que je suis plutôt introvertie, donc j'ai besoin parfois de solitude, parfois d'échanger. À mon avis, ça correspond quand même un tout petit peu mieux à des gens qui sont introvertis et qui se motivent et qui réfléchissent bien seuls. Néanmoins, pour les gens qui, comme moi ou comme mon ami, sont extravertis ou sont introvertis, on peut très bien avoir des moments où on travaille seul et on produit seul, et on est très concentré, très efficace, et d'autres moments où on échange avec d'autres et on brainstorm. Ça, il faut l'organiser, il faut trouver ces fameux mentors, coachs ou partenaires. Et là, dans ce cas-là, la réunion de travail sera aussi très efficace. Donc se dire, en fait, j'ai besoin des deux. Et donc, j'organise mon temps pour qu'il y ait les deux. C'est ça qui est très intéressant avec votre expérience, c'est qu'on voit que travailler à distance, travailler à domicile, ne veut plus dire travailler seul. Pas tout le temps, en tout cas. C'est impossible de travailler tout le temps. Enfin, c'est très asséchant de travailler tout le temps seul. Et puis, j'ai aussi vu beaucoup de télétravailleurs qui travaillent aussi une partie de leur temps en régie chez leurs clients. Par exemple, des assistantes de direction ou des assistantes de communication, ou bien typiquement des conseils financiers qui passent du temps à écrire, à travailler leur dossier avec leurs clients, etc. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui sont moitié-moitié en régie. Donc ils sont très contents de retourner travailler chez eux quand ils ont fini leur rendez-vous avec leurs clients. Là, ils pouvaient être tranquilles, se relâcher un peu aussi, ou parfois un peu au niveau du look, réfléchir, ne pas être en représentation. Donc là, le télétravail est vraiment très apprécié. Donc une alternance saine. C'est ça que j'aime, c'est quand j'alterne. Quand j'ai une semaine entière sans rendez-vous, j'avoue que même une journée entière sans rendez-vous, parfois je trouve ça un peu long. Alors que quand j'ai des journées avec moitié travail à la maison, moitié rendez-vous, du coup le temps à la maison il est très productif parce qu'il faut, je sais que j'ai un temps court pour produire ce que j'ai décidé de produire ou pour envoyer les mails, pour organiser, etc. Et le rendez-vous, du coup je suis contente d'y aller. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant qu'une longue plage, en tout cas pour moi ininterrompue, où j'ai du coup plus de mal à être productive. Une question de Fatia maintenant. Peut-on être un bon manager à distance ? Alors, ça c'est la question. Il y a deux façons d'y répondre. Quand je vais dans les entreprises pour expliquer aux entreprises ce qu'est le télétravail, comment on peut l'organiser, je dois mal m'y prendre parce que très souvent, ils me disent « mais chez moi, c'est pas possible ». Alors, ok, j'aime bien la réponse. Ça permet d'avancer. Pourquoi est-ce que c'est pas... Parce que je suis jamais là, je voyage beaucoup, je me déplace à travers le monde, et finalement, il faut que les gens soient là. Et en fait, la leçon à tirer, c'est que ces managers qui ne sont jamais là obligent 10, 15, 20 personnes à venir tous les jours au bureau alors que lui n'y est pas. Et qu'il les gère à distance. Mais il les gère à distance sans le savoir. Alors que si on inverse les rôles, on va
éliminer l'obligation à 10, 15, 20 personnes de venir tous les jours au bureau. Lui viendra s'il veut, mais ça va se passer exactement de la même façon, puisque de toute façon, il n'est pas là. Alors je crois qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est impossible de manager à distance, alors que c'est en fait très facile, à condition de revenir sur ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est-à-dire l'entretien annuel d'évaluation des compétences, où votre patron vous reçoit pendant une demi-heure dans un bureau. Qu'est-ce que vous faites? Comme s'il ne le savait pas. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez besoin de formation? Oui, alors vous suivrez un cours Word d'une semaine, et puis on se revoit l'année prochaine, on n'en parle plus. Et quand j'assiste à ces entretiens d'évaluation, c'est un vrai régal, parce que la personne qui se fait évaluer, quand on lui demande qu'est-ce que fait cette dame ou qu'est-ce que fait ce monsieur, son patron ne sait pas. Ou il répond ce qu'il y a sur la fiche d'emploi, mais il ne sait pas. Au quotidien, il ne sait pas parce que ce n'est pas noté. Mais si tout ce qui n'est pas noté n'est pas fait, ça ne marche plus. Donc vous avez la conjonction du patron qui n'est jamais là et qui ne sait pas exactement ce que font ces gens. Donc comment voulez-vous qu'il les manage autrement que sur objectif? Mais il le fait sans le savoir. Donc quand on lui explique qu'il le fait déjà et qu'il le fait bien, ça vaut le coup d'essayer. Et tous ceux qui essaient ou qui ont essayé ont adopté le télétravail parce qu'ils ne se rendaient pas compte, mais il faut l'essayer. Il y a 1000 façons d'essayer de télétravailler, c'est très simple. Merci. Une question de Karine, maintenant qui rebondit un petit peu sur vos propos, Christy. Comment, quand l'on est télétravailleur, décide-t-on des formations dont on a besoin? Donc justement, vous dites que vous passez du temps à vous former. Ouais. Alors c'est différent dans l'entreprise, parce que vous n'avez pas un responsable de formation qui vous dit vous allez vous former sur l'anglais, vous allez vous former sur la conduite de réunion. C'est clairement de l'argent que je prends sur mon chiffre d'affaires et sur des choses que je ne vais pas me verser. Alors en gros, moi j'ai deux domaines qui m'intéressent. Puisque ça regroupe un peu mes deux domaines. Le premier, c'est tout ce qui touche à l'écriture et l'éditorial. Par exemple, j'ai suivi en 2007 un cours de scénario, le cours de Robert Mackie qui s'appelle Story. Donc, je suis partie 2 jours à Londres, etc. pour apprendre à écrire un scénario. Ça ne me sert pas au quotidien, mais ça m'aide quand même à structurer des textes. Et puis l'autre, j'ai aussi été formée pour être animatrice d'atelier d'écriture. Donc, tout ce qui est trait à l'écriture, je garde souvent un œil et ça me passionne. Donc, voilà un domaine de formation dans lequel moi j'irai. Et puis l'autre domaine qui m'intéresse, c'est tout ce qui est développement personnel, coaching, façon de communiquer non violente, etc. Donc voilà moi mes deux axes. Et du coup, je suis un peu en veille sur ces deux sujets. Et quand je trouve des formateurs, des gens bien sur ce sujet, je vais voir, soit pour un atelier d'1 heure, et puis après j'essaie d'y aller, de m'inscrire à une formation plus régulière. Là, par exemple, je me forme au coaching, parce qu'en fait, je me suis dit, tu accompagnes tes clients depuis 10 ans, peut-être que tu pourrais les accompagner mieux, les écouter mieux, intervenir peut-être sur d'autres problématiques qu'ils ont s'ils te demandent. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je sais que ça m'intéresse de faire encore mieux mon travail. Et au-delà de l'intérêt intellectuel, c'est 2 jours où je ne produis pas et donc où je travaille sur mon appareil de production qui est moi et donc où je me ressource, je rencontre des gens, où je réfléchis à ma pratique, où je peux éventuellement parler de difficultés, où je ne suis pas moi en prise, mais au contraire, je suis nourrie. Et quand vous êtes, donc, comme je le disais, ressource pour les autres, c'est important que la ressource elle-même se ressource. Donc après, c'est à vous de dire, voilà, combien de temps je décide de me former par an, quelle somme je veux y allouer, est-ce que vous faites un truc très rationnel ou bien un peu plus affectif comme moi je fais, et puis quels sont les domaines qui vous intéressent. Et après, je cherche. Moi, dès que je cherche, je sais que je ne vais pas trouver tout de suite, mais que je vais finir par trouver. Et ça s'est toujours passé comme ça. Il faut simplement avoir la volonté de consacrer et du temps et du budget à ces formations personnelles. C'est ça, plus l'obligation de se former. On sait qu'aujourd'hui, pour rester dans un domaine d'employabilité pour les gens qui sont salariés ou même d'efficacité pour les gens qui sont à leur compte, il va falloir, et toutes les études le démontrent, il va falloir consacrer environ 15% de son temps de travail à se former. Aujourd'hui, si on regarde que les métiers qui existent, il y en a la moitié qui vont disparaître dans les 20 ans à venir. Mais il y en a énormément d'autres qui vont apparaître. Le vôtre aujourd'hui, un chat vidéo. Essayez de parler ça à un journaliste qui a 20 ans de plus. C'est un métier qui n'existait pas. Et aujourd'hui, la majorité des journalistes sont indépendants ou freelance, ou ils ne travaillent plus dans une salle de rédaction comme c'était à l'époque. Tous les métiers vont évoluer, tous les métiers vont se transformer, et il y a plein de nouveaux métiers qui arrivent. Enfin, quand on voit que la France est pratiquement leader sur la 3D, sur les dessins animés, les choses comme ça, les films, c'est quelque chose que les jeunes n'imaginaient pas.
parce qu'il n'y avait pas d'école pour former ça. Il y avait des écoles de dessin, mais pas ces studios. Et elle le dit très bien, si elle ne va pas elle-même chercher ce qu'elle risque d'avoir besoin dans les années à venir, dans les années à venir, elle sera plus compétente, elle n'aura plus de clients. Après, il y a d'autres manières de se former que de suivre des formations. Je suis en train de réfléchir. Moi, les autres stratégies que j'ai pour me former, c'est de lire. Donc, j'ai toujours un bouquin de développement personnel en cours. Là, par exemple, je lis un livre qui s'appelle Les mères qui travaillent sont-elles coupables, donc sur la réflexion sur comment est-ce. Voilà. Donc, j'ai toujours un bouquin de société ou de développement personnel que je lis et qui, du coup, me fait réfléchir et qui me coûte beaucoup moins cher qu'une formation et beaucoup moins de temps. Et puis je fais les exercices. Enfin, moi, je suis assez polarde. Je me forme, voilà, auto-formation. Il y a aussi plein de sites web qui donnent des super ressources, notamment le fameux site de Dominique, là, le blog du freelance. C'est un très bel outil de formation, d'auto-formation. Et puis il y a aussi prendre des challenges, des missions un peu dures, faire des choses nouvelles comme pour moi ce chat, accepter des conférences ou même proposer de faire des conférences. Quand vous devez parler devant un groupe ou animer un atelier, faire un truc que vous n'avez jamais fait, vous apprenez des techniques de parole en public, de média training. Donc on apprend encore plus quand on va utiliser tout de suite la technique et qu'on se lance soi-même dans le grand bain, quoi. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort. C'est passionnant, c'est vraiment très, très intéressant et on passerait beaucoup de temps à vous écouter, mais il nous reste malheureusement que 5 minutes, ça passe très vite. Donc on va prendre quelques 4-5 questions peut-être, et puis assez rapides si vous voulez répondre assez rapidement pour refaire un petit peu une synthèse de ce chat vidéo consacré au travail à distance. Donc une question de Marc pour vous, peut-être Gérard. En tant qu'employeur, comment s'assurer que les télétravailleurs fassent vraiment leur travail ? Alors, la loi sur la surveillance, elle existe. On peut surveiller les gens à condition de les employés, à condition de les prévenir, les informer, leur expliquer quel système de surveillance il y a. Mais je crois qu'il y a un système beaucoup plus efficace qui est la confiance. S'il n'y a pas la confiance, il ne faut pas télétravailler. C'est pour ça d'ailleurs que je disais à la dame tout à l'heure, si vous n'avez pas déjà d'employeur, n'essayez pas d'en trouver un directement en mode télétravail parce que ça ne marchera pas. Vous ne vous connaissez pas, il n'y a pas le capital confiance. Et s'il n'y a pas le capital confiance, vous allez au clash. Donc il faut qu'il y ait le capital confiance. Mais après ça, faire confiance, c'est quelque chose de très simple. Je vais essayer d'aller vite, mais vous engagez une secrétaire, vous allez passer par un cabinet de recrutement, des tests, des machins, c'est invraisemblable. Et demain, vous allez tomber dans la rue, vous allez appeler le SAMU, vous n'allez pas demander au type qui vient vous aider s'il est vraiment médecin. Quand vous prenez l'avion, vous ne demandez pas s'il est vraiment pilote. Donc vous faites confiance. Mais quand il s'agit de choses élémentaires, la confiance, elle n'est plus là, vous êtes obligé. Et ça, c'est le rôle du recruteur salarié qui ne veut pas prendre de risques. S'il ne veut pas prendre de risques, il ne faut pas qu'il fasse ça. Une question de Richard pour vous, Christy. Quel investissement financier faut-il compter pour travailler à domicile ? Un portable. Un bon ordinateur portable. Parce que c'est quand même bien de pouvoir l'emmener à droite, à gauche. Je rajouterais l'investissement de se former si on change de contexte pour son métier. Une secrétaire qui a passé 20 ans dans une entreprise, dans le même service, avec le même patron, les mêmes outils, qu'elle évite de se mettre en mode télétravail si elle n'a pas pris conscience qu'elle est un produit, qu'il va falloir le valoriser, qu'il va falloir le vendre et qu'il va falloir travailler pour des clients et non plus pour des services qu'elle ne connaît pas. Donc là, il faut qu'elle se prépare à ça. Il y a des bonnes préparations au télétravail. On lui donnera sur notre site si elle veut, mais qu'elle ne fasse pas l'impasse là-dessus. Donc un ordinateur plus une formation, allez, le tout pour 1 000 € et elle a trouvé, quoi. Voilà. Une question de Dominique. Existe-t-il des entreprises connues pour recruter en télétravail ? Ça viendra, mais aujourd'hui, connu ou pas, il n'y en a pas parce que personne ne va recruter directement en mode télétravail. Et si ça se fait, ça va se faire par cooptation. On ne passera pas par des cabinets de recrutement. Donc le plus simple, c'est déjà d'être dans l'entreprise et après d'aller en télétravail, pour avoir la confiance justement dont on parlait. Une question de Mélissa pour vous, Christy. Le risque n'est-il pas de passer son temps à s'occuper de sa maison ou de ses enfants au lieu de travailler ? Alors comment gère-t-on justement les tâches quotidiennes ménagères et les tâches professionnelles ? En fait, ce qui prime, vous avez vraiment une entreprise et un boulot quand vous avez des clients. Et si vous avez des clients, vous avez signé un contrat, ou bien soit contrat juridique, soit un contrat moral
avec un chèque à la clé, j'espère. Et du coup, vous avez pas et quand vous voulez avoir de nouveaux clients et avoir une réputation, etc., vous n'avez pas envie de le décevoir. Donc après, c'est une question de rétro-planning. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'en télétravaillant, ils étaient beaucoup plus efficaces. Donc peut-être que ce que d'autres mettent 8 heures à faire parce qu'ils ont des réunions, des machines à café et tout, vous mettrez 5 heures. Donc ça vous laisse 3 heures pour faire votre machine, votre cuisine, vous occuper de vos enfants, etc. Mais effectivement, vous n'aurez pas de clients si vous travaillez mal. Ça, c'est sûr. Une question de Fred maintenant pour vous, Gérard. Il nous parle un petit peu des outils. Quels sont les outils pour maintenir le contact en télétravail? Le réseau social d'entreprise est-il la solution? Oui, si on considère que le réseau social d'entreprise, c'est la machine à café distante, mais les bons outils pour télétravailler, c'est ceux qu'on utilise aujourd'hui. C'est l'ordinateur. Sur l'ordinateur, il y a ce qu'il y a là, le chat, la vidéo éventuellement pour faire des réunions. Il y a le téléphone portable, à condition de savoir le fermer le soir. Il y a tous les systèmes de communication, les messageries instantanées. Et puis il y a le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, de reprendre le métro ou le train ou l'avion de temps en temps et d'aller dans l'entreprise. C'est pas interdit. Bien préparé avec un objet et où tout le monde sait ce qu'il va faire. Justement, Patricia, une question. Est-ce que ce n'est pas trop difficile le soir de se déconnecter quand on travaille à domicile? Pas pour moi, parce que moi je suis du matin. Mais je connais beaucoup de gens, effectivement, qui passent de l'ordinateur à leur lit. Et je crois que ça demande une vraie vigilance, soit de se donner une heure de faim, soit de se dire, avant d'aller me coucher, je passe quand même une demi-heure à faire autre chose. Mais il y a des gens pour qui c'est très dur. Moi, ce qui est dur, c'est de prendre des vacances. Donc, on a tous un point de difficulté, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire, je vais progresser et je vais mieux faire. Et donc, de prendre conscience de la difficulté qu'on a et de se dire comment je peux la contourner. Une question de Ludivine. Pouvez-vous nous expliquer, donc je pense que c'est pour vous Gérard en détail, quels sont les atouts pour un employeur d'embaucher une personne en télétravail pour éduquer les entreprises? Alors ça c'est formidable parce que c'est vraiment le point clé. Je crois que si on se projette dans 15 ans, la crise démographique qu'on annonce, elle va arriver. Et en même temps, il faudra recruter des gens avec un niveau intellectuel, un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé. Et si le télétravail permet de fidéliser les meilleurs éléments d'une entreprise, il ne faut pas s'en priver. Les gens qui vont venir de l'étranger et qui viendront choisir de travailler dans une grande entreprise française parce que cette entreprise a ses spécificités, la personne en question aura le choix entre 3-4 pays. Et en France, elle aura le choix entre 3-4 lieux de vie. Et elle n'acceptera pas d'aller dans une banlieue pourrie pour travailler pour l'entreprise. Elle acceptera de travailler pour elle, mais à distance. Et ça, il faut vraiment que les employeurs en aient conscience dès aujourd'hui, parce que recruter des pointures, ça va se faire au prix du télétravail. Sinon, ça ne marchera plus. Et là, ça va aider justement les mentalités à changer. Bien sûr. Le marché va changer. C'est une question de génération. Une question de Marielle maintenant. Est-il possible de télétravailler à plusieurs? C'est un sujet que vous avez abordé à plusieurs reprises. De télétravailler à plusieurs. Ou de se regrouper pour télétravailler. Comment vous gérez ça? Alors, je connais des gens qui ont leur entreprise chez eux et qui ont fait entrer des collaborateurs. Ils n'étaient pas très confortables avec cette situation. Moi, ce qui épanouit plus les personnes avec qui j'ai parlé, c'est de louer ensemble un lieu qui s'appelle un coworking ou bien de rejoindre un espace de coworking où chacun a un poste de travail entre une journée et 6 mois, 1 an plus. Et chacun paye son loyer, plus ou moins cher selon le temps qu'ils y passent. Et là, c'est des lieux souvent pas très éloignés de leur domicile, qui ne leur coûtent pas forcément très très cher. Il y a souvent une bonne ambiance. Et moi, je pense que c'est la phase d'après le télétravail. Donc le bureau avec nos propres règles finalement, où à la fois on a l'avantage d'être libre et d'être indépendant et l'avantage de pouvoir s'épauler, se donner du feedback, des ressources. Pour les gens que ça intéresse, je suis allé à Pomerol, qui est une région sympathique, pour voir ce premier petit espace où ils sont 6 ou 7. Et c'est surtout, la raison pour laquelle j'y suis allé, c'est que c'est le premier qui est équilibré sur le plan financier. Alors ça s'appelle l'Arrêt Minute, c'est à Pomerol. C'est fantastique parce que c'est vraiment l'exemple de ce qu'on peut faire quand on est dans un monde, c'était le monde du graphisme, de l'édition justement. Et ce sont des gens qui ont dit, plutôt que de travailler chez moi, on partage le coût, on se met une structure, là c'est une structure associative, et ça fonctionne bien. Et ils peuvent travailler ensemble sur un même projet, mais ce n'est absolument pas une obligation. Mais ils partagent un métier plus qu'autre chose.
C'est un bon exemple. Donc voilà, ce sera peut-être une des tendances étape. des prochaines années. Donc Monsieur Gérard Vallée, merci beaucoup de votre participation. Merci de nous avoir fait exemples participer. très concrets et très vivants. Je rappelle que vous êtes président de l'ANDT. Nous remercions aussi Christy Van Bremerge qui est co-auteur de 35 repères pour mieux travailler de chez soi, donc un livre que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et sur Internet. Donc merci beaucoup de votre participation. Merci pour vos très nombreuses questions. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'y répondre à toutes. Par contre, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce chat vidéo sur le site internet semaine-emploi.com. Merci pour votre fidélité et on se retrouve dès demain pour de nouveaux chats vidéo dans le cadre de cette 5e semaine pour l'emploi.